Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Content de vous retrouver toujours fidèle à ce rendez-vous. Ce matin, c'est avec plaisir qu'on accueille sur ce plateau le député de Croix-des-Bouquets, Thomazeau, ensuite Croix-des-Bouquets, Thomazeau. Le député Jean Tolbert Alexis, ancien président de la Chambre des députés. Avec lui, on va commenter l'actualité, on va essayer de comprendre sa proposition de sortie de crise. Député, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, bonjour aux auditrices et aux téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Et je profite de l'occasion pour saluer mes mandants à Croix-des-Bouquets et à Thomazeau. Exactement, merci. Vous vous rappelez et toute la population du pays, du département de l'Ouest. Donc c'est un plaisir. Je salue les députés, les sénateurs et tout le pays. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Il paraît qu'il y a évolution dans la situation. Le président de la République semble avoir adressé une nouvelle correspondance aux partis politiques de l'opposition, aux 6 partis politiques de l'opposition pour une rencontre de consultation ou de négociation. On ne sait pas trop. Permettez que j'accueille au téléphone le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, qui va confirmer pour nous cette information. Lucien Jura, bonjour. Vous êtes en direct. Vous participez avec nous à la rubrique Le Point. Merci d'accepter de nous parler, Lucien Jura. Grand bonjour à vous, Monsieur Théodore. Bonjour également à l'honorable député de la Croix-des-Bouquets, Maître Tolbert Alexis, ainsi qu'à toutes vos téléspectatrices et téléspectateurs, auditrices et auditeurs. Un plaisir d'être avec vous. Lucien Jura, j'ai parlé de cette information. On n'a rien en main. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Est-il vrai que le président de la République vient de solliciter une nouvelle rencontre avec les 6 partis politiques de l'opposition? Et d'abord, est-ce pour la poursuite des consultations ou s'agit-il d'une rencontre de négociation, Lucien Jura? Vous n'avez peut-être rien à main, mais vous avez tout dans la tête, hein, Monsieur Théodore. Et je ne fais que confirmer ce que vous venez de dire. Effectivement, le secrétariat général de la présidence a une nouvelle fois écrit aux 6 partis politiques ayant leurs représentants au Parlement. Ces représentants qui, faut-il le rappeler, refusent de procéder au vote des amendements à la loi électorale. Eh bien, effectivement, le secrétariat général de la présidence a écrit à ces 6 partis pour leur dire, la présidence pour leur dire qu'elle comprenait que les défis, je cite texto, les défis auxquels fait face la nation ne sauraient être réduits à la seule question électorale. Dans cette correspondance, il y est dit également que dans le souci d'économiser du temps, justement, le chef de l'État croit à la nécessité d'un entretien qui pourrait ouvrir la voie à la préparation de nouvelles rencontres et ne considérant surtout pas qu'un rôle d'intermédiaire puisse être valablement joué par personne ou groupe de personnes interposées. À ce compte, le président de la République reste ouvert et réitère une nouvelle fois son plus grand désir de recevoir ces 6 partis politiques le 19 novembre 2014 au Caribbean Convention Center à partir de 11h AM. En d'autres termes, le président de la République est d'avis, comme les 6, que l'ensemble des problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sauraient être résolus, ne sauraient être réduits à la question électorale, mais pour justement pouvoir établir ne serait-ce qu'un agenda, le chef de l'État estime que les principaux protagonistes que sont lui-même, l'exécutif et les 6 partis politiques devraient pouvoir s'asseoir et définir cet agenda ensemble et le canevas de ces entretiens. Voilà pourquoi donc il leur lance une nouvelle invitation pour le 19 novembre prochain. Bon, et jusque-là, on ne sait pas ce qui va être dans cet agenda. Et on sait aussi que ces 6 partis n'arrêtaient pas de réclamer
la démission du Premier ministre, l'organisation d'élections inclusives, etc. Jusqu'où, à votre avis, la présidence souhaite aller dans les négociations? C'est seulement autour de la table des discussions que cela pourra être défini, car ne serait-ce que sur la question de l'agenda de ces parler M. Théodore, cela devra être l'objet de discussions, de négociations encore. Et c'est dans la concertation qu'on pourra s'entendre sur cet agenda. Et c'est pourquoi je ne saurais m'aventurer en ce moment, réservant ce soin au chef de l'État et à ses interlocuteurs au Caribbean Convention Center de définir les contours, les pourtours de cet agenda. Et pour terminer, Lucien Jura, vous avez bien dit, la correspondance de la présidence a été adressée à ces partis politiques, mais non aux sénateurs du groupe des 6. Non, n'oubliez pas que les sénateurs avaient quand même dit qu'ils n'avaient pas autorité, qu'ils n'avaient pas toute la latitude de discuter, qu'ils s'en remettaient aux partis qui leur avaient permis d'être au Parlement. Donc, en dernier ressort, là, c'est aux partis politiques qu'il convient de s'adresser. Et dans la correspondance du secrétariat général de la présidence, faut-il bien le préciser, la réponse des 6 la dernière fois n'était signée au fait que de 5 partis politiques. Le parti Famille Lavalas n'avait pas signé cette correspondance. Et c'est pourquoi, dans cette nouvelle invitation de la présidence, il est dit qu'il est demandé au groupe des 6 et des 5 d'étendre cette lettre à Famille Lavalas qui n'avait pas signé la dernière correspondance disant qu'il n'allait pas pouvoir rencontrer le chef de l'État faute d'un agenda précis. Ce vendredi, il n'y a pas de rencontre avec les secteurs comme cela se fait tous les jours? Non, il n'y a pas de pourparlers proprement dit aujourd'hui, mais la présidence ne chôme pas. Et si je ne m'abuse, au niveau de la rédaction de Métropole, vous avez reçu ne serait-ce qu'une invitation pour l'ensemble des activités du chef de l'État pour cette journée. Merci infiniment, Lucien Jura. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la présidence. Merci de confirmer l'information pour Métropole. Merci à vous, bonne journée, bonne émission et salutations encore une fois à vos auditrices, vos auditeurs, téléspectatrices et téléspectateurs. Au revoir. Lucien Jura, porte-parole de la présidence. Jean-Tolbert Alexis, vous avez suivi avec attention cette déclaration, bien l'information confirmée par Lucien Jura. Et d'abord, votre réaction? Bon, je pense que c'est très bon signe. Le président a compris que la crise n'était pas préélectorale, qu'il ne fallait pas tout simplement se plancher sur la loi électorale ou que les 6 sénateurs, que les sénateurs devaient voter la loi électorale. Donc il a compris maintenant qu'il y a d'autres choses. Donc il faut des pourparlers, des négociations sérieuses. Donc c'est un très bon signe. Je salue justement ce pas qui est fait dans la bonne direction. Et je m'attends à ce que le groupe des 6, les 6 partis politiques, justement, accueillent favorablement ce pas qui est fait. Là, maintenant, il est clairement spécifié qu'il va avoir des pourparlers, des négociations pour pouvoir, justement, avancer dans la bonne direction. Donc, voilà. à votre avis, question consultation, donc c'était pas l'empile. C'est qu'on est là qui va l'envoyer sérieux. Exactement, parce que le sérieux va commencer maintenant. Et c'est très bon signe. D'ailleurs, le président français avait bien dit au président Martelly qu'il lui exhorte à trouver un compromis avec l'opposition pour aller aux élections. Donc je pense que, bon, les pouvoirs, c'est comme ça. Les pouvoirs veulent toujours se montrer forts. Donc là, maintenant, le président a compris, en chef d'État, qu'il fallait s'asseoir avec les partis de l'opposition pour pouvoir, justement, poser les vrais problèmes de cette crise politique maintenant, parce que avant c'était une crise préélectorale qui a dégénéré avec l'accord de El Rancho en une crise politique. Mais à votre avis, vous pensez que les partis, dits partis radicaux ou encore partis de l'opposition radicale vont, comme le président, lâcher du lest et accepter de rencontrer le président pour... Moi, je le pense. Mais je ne dirais pas que ce sont des partis de l'opposition radicale. Je dirais tout simplement que ce sont... Je vous dis, des partis dits de l'opposition radicale. Très bien. Des partis de l'opposition dite radicale. Très bien. Moi, je pense que, à mon avis, oui, les 6 partis politiques vont accepter maintenant de s'asseoir avec le président pour pouvoir bâtir l'agenda des négociations. Quand on dit l'agenda des négociations, ça voudrait dire quoi? Bon, à votre avis? Le climat, premièrement, le sort de ce CEP, parce que quand même, il ne faut pas oublier que ce CEP est là dans le cadre
de l'accord d'El Rancho, justement, qui est plus de mise, parce que les élections ne se sont pas tenues le 26 octobre. Donc, ce qui fait que là, le CEP, maintenant, on doit plancher sur son sort. Quelle est la fréquence, la séquence des élections? Est-ce que le pays est à même de subir 2 élections majeures en une seule année? Je pense que non. Donc, le climat, aujourd'hui, M. Théodore, un seul parti politique dans le pays contrôle pratiquement la quasi-totalité des municipalités. Le parti, justement, de la présidence en imposant des personnes par-ci et par-là. Donc, ce qui fait que tout ça, il faut revoir ça. Donc, il y a aussi des personnes qui sont emprisonnées. Les deux derniers en date, Timothée Rouni et Biron Odigé, qui sont des prisonniers politiques. Donc, il faut justement pencher sur ça pour qu'on puisse arriver à assainir le climat et aller aux élections de manière... Vous êtes un homme d'État, député Tolbert. Vous avez dit que ce sont des prisonniers politiques. Oui, j'ai donné des entrevues sur ça. On a arrêté ces 2 messieurs sur la base... Ils étaient en plein dans une manifestation de rue, il n'y avait pas de violence, pas de casse. Et en plus, on dit qu'ils auraient justement fait des incitations à la violence. Mais quand je cherche dans le code pénal, donc je n'arrive pas à trouver sur quoi se base cette infraction. Donc justement, incitation à la violence, c'est comme bâillonner le doigt à la parole indirectement. Donc, et en plus, en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Ça veut dire, si je dis à Wendell d'aller faire quelque chose, et c'est Wendell qui exécute, on ne peut pas venir me prendre parce que c'est vous qui commettez l'infraction. Complicité n'existe pas non plus? Non, complicité, c'est autre chose, mais on a dit, mais complice, il faut bien qu'on prépare ensemble. Non, là, je vous prends justement au mot. Voilà, mais si vous m'avez invité à aller faire quelque chose, donc ça peut être assimilé à de la complicité. Oui, mais je ne vous accompagne pas. Ça veut dire qu'on dit que, donc, là, maintenant, je crois, parce que moi, j'ai cherché dans le code pénal, et c'est pour cette raison que j'appelle à la libération de ces personnes-là, parce que je n'arrive pas à trouver de manière légale sur quoi se base l'arrestation, sur quoi, quels sont les articles du code pénal qui réprimandent ce qu'on reproche à ces messieurs. Et à supposer que l'exécutif, encore la présidence, n'ait rien à voir dans ces arrestations, ou bien n'ait pas demandé aux juges d'émettre des mandats. Il faut tout simplement procéder à leur libération. Il faut tout simplement que le juge, la justice... Peut-être vous ne m'aurez pas saisi, député. À supposer que la présidence n'ait pas demandé aux juges d'émettre des mandats à l'encontre de Timothée Rouni ou de Biron Odigé, et que c'est la justice qui fait son travail. Bon, mais c'est un faux pas. De la justice. Oui, parce qu'en droit, quand même, il faut protéger la présomption d'innocence, il faut toujours protéger la personne, parce que ça, dans la démocratie, c'est ça. Donc il faut qu'on ait un maximum de renseignements, de faits, de concordants graves pour pouvoir priver une personne de sa liberté. Donc ce serait un faux pas. Et si le juge dispose de ces éléments? Bon, jusqu'à présent, je ne vois pas, parce que c'est au commissaire du gouvernement qui a procédé à l'arrestation. Et on sait que le commissaire du gouvernement, justement, est contrôlé par l'exécutif. Ce n'est pas un juge qui avait apprécié les faits à partir des dénonciations ou des plaintes. Je rappelle que le député Jean Tolbert Alexis est avocat. Au Prince, oui, depuis tantôt 10 ans. Voilà. Alors, on continue. Maintenant, revenons à la crise. Très bien. Aujourd'hui, vous avez votre propre proposition à faire, proposition de sortie de crise. Est-ce que votre proposition tombe automatiquement avec cette annonce faite ce matin par le porte-parole, ou bien information confirmée par le porte-parole? Ok, ce n'est pas une proposition proprement dite, c'est justement le fait, je voulais attirer l'attention de la population sur des faits de droit. À savoir, on dit que, par exemple, le Parlement doit partir. D'ailleurs, ça va être dans le menu des négociations pour éviter tout vide institutionnel, car on ne doit pas rompre le cycle démocratique, justement, pour éviter que le président ne tombe pas dans la catégorie de président de facto. Je rappelle que le président Martelly est élu de manière démocratique. Il a été élu, il a été aux élections, il a gagné ces élections, donc c'est un président démocratiquement élu. Mais là, il y a un Parlement aussi qui est élu, qui est fonctionnel, et il avait un Parlement de 30 sénateurs, des députés en fonction. Maintenant, si on arrive à un stade où on doit rompre ce cycle démocratique, dont le président tombe dans la catégorie de président de facto, et quand on évoque, en 2014, le spectre de diriger par décret, quoique dans une entrevue, et j'ai vu que M. Shannon, sur La Voix de l'Amérique, a pris la défense du président de la République, disant que c'était comme si que le président ne s'apprêterait pas à faire ça, mais le président a clairement confirmé ses intentions qu'il voulait aller là. Bon, là maintenant qu'il y a une évolution majeure, donc on va voir. Donc ce n'est pas une proposition comme telle que
j'avais fait, c'est tout simplement des éléments de droit, parce que j'ai prêté serment sous l'égide de la Constitution de 1987 non amendée, pareil pour le président. Donc, mon mandat est régi sur la base de cette Constitution, vu que la loi ne peut pas rétroagir. Donc, moi, je donne des éléments de solution qu'on va inclure justement. On va revenir, député, sur ces éléments de solution qui peuvent être mis à profit. Exactement. Et, à contribution. Pour pouvoir débloquer. Voilà. Oui. Mais vous avez parlé de l'élection de M. Martelly. Oui. Et le président qui risque de devenir un président de facto. Bien sûr. Même s'il a un mandat. Bien sûr, parce que dans le cadre de la séparation des pouvoirs, il y a une interconnexion, interdépendance entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc, ce qui fait que si un pouvoir arrive à ne pas être présent, donc automatiquement, on tombe dans le cycle. D'ailleurs, quand le président menace de prendre des décrets, ça veut dire qu'il va concentrer dans ses mains les prérogatives du pouvoir législatif. Donc, vous êtes dans un régime de facto. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Bon, quand vous êtes dans un régime de facto, ça veut dire que vous êtes en dehors de la loi. Vous êtes en dehors de la loi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire que le pays est occupé. Il y a la MINUSTAH. C'est un état de fait que nous héritons. Mais nous allons travailler pour la désoccupation du territoire national. Mais le président, qui doit veiller à la bonne marche des institutions et à la stabilité du pays. Et je rappelle, et justement, vous me permettez de faire un saut rapidement de ce que je disais à l'article 136. Quand on dit que le président doit veiller à la bonne marche des institutions, le Parlement n'est pas une institution, c'est un pouvoir. Donc, c'est institution versus pouvoir. Le Parlement échappe, justement, et le président ne doit pas s'ingérer dans ce qui se fait au Parlement. Et je pense que le président a compris qu'il a été mal conseillé, et c'est pour cette raison qu'il a adressé cette lettre, très claire. Il a clairement dit qu'il a compris... Vous interprétez, député? Non, je n'interprète pas. La lettre a clairement dit, le porte-parole, M. Jura, vient de lire, le président a compris que la crise ne doit pas se résumer seulement d'élection, et qu'il y a d'autres choses. Donc voilà. Mais vous convenez avec plusieurs observateurs, députés, que le Parlement a aussi sa responsabilité dans la non-tenue de ces élections? Je ne dirais pas ça, Wendell. Vous rappelez-vous, en 2013, je fus président de la Chambre. Je me suis battu pour avoir une loi électorale, justement pour pouvoir doter l'institution électorale d'un instrument juridique pouvant réaliser les élections. Et les élections ne s'étaient pas tenues. Où est cette loi? Elle est là. Elle est là, la loi électorale de 2013, justement. Elle est en vigueur? Elle est en vigueur. Oui. Donc, justement... Mais, et les amendements? Non, maintenant, c'est pas de notre faute, parce que nous autres, nous ne sommes Pourquoi c'est pas de votre faute? Parce qu'on avait doté en 2013 l'institution électorale d'une loi électorale pour pouvoir organiser les élections. Là, vous parlez pour la Chambre des députés? Non, le Sénat aussi avait voté. La loi électorale de 2013, la loi en vigueur. Et les amendements? Maintenant, c'est cette année qu'on vient avec les amendements. Donc, ce qui fait que le président a raté le train en marche. Il a raté, je ne sais, délibérément, il n'a pas voulu organiser d'élection. Donc maintenant, on arrive au bout du rouleau. Donc là, maintenant, le président a compris la nécessité de négocier, de trouver un compromis, comme l'avait exhorté le président Hollande, en face du président Martelly, donc avec l'opposition, avec les partis de l'opposition pour pouvoir aller aux élections. Donc je voulais vous dire, Wendell, que c'est une crise à deux niveaux. Il y a les institutions républicaines, les pouvoirs publics qui ne doivent pas être fragilisés, le Parlement qui doit survivre pour pouvoir jouer son rôle, pour pouvoir éviter que le président tombe dans un cirque de facto. Et il y a aussi le climat politique qu'on doit assainir pour pouvoir aller vers de bonnes élections. Voilà, c'est ce que je voulais éviter et je voulais donner des éléments juridiques de solutions pour pouvoir On va revenir sur les éléments juridiques après la pause, député Jean-Tolbert Alexis. C'est un plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député de la Croix-des-Bouquets, Thomaso Jean-Tolbert Alexis, est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés.
faire choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, avec Titoni, en détail, et bon prix, en détail, et puis c'est produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, et puis c'est qu'à Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Bob Vren marché Titoni, dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le député Jean-Tolbert Alexis est notre invité ce matin. Oui, on parlait d'éléments juridiques. Juridiques. Que vous voulez partager avec nous ou bien... Oui, justement. Ce qui arrive, c'est que et ce sont des cas d'espèce. Donc, la construction de la démocratie exige vraiment beaucoup de finesse et de compréhension. Le Parlement a prêté serment, j'ai prêté serment, le 25 avril 2011. La durée de mon mandat étant de 4 ans, moi, quand j'entends certaines personnes dire que nous devons partir le deuxième lundi janvier 2015, qui va justement entraîner le chaos, car s'il n'y a pas de Parlement, le président avait menacé, mais je pense là qu'on est en train d'évoluer, de prendre des décrets. Donc là... on s'achemine quand même sur une prolongation éventuelle. Pas une prolongation, le fait de permettre aux parlementaires de compléter. Et aux élus, même le président de la République, moi je n'ai pas peur de dire que le président a prêté serment en mai et que son mandat est régi sur l'article, sur la Constitution 87, donc il doit partir en mai. Ça veut dire que si la loi ne peut pas rétroagir. Donc si c'est vrai pour le Parlement, c'est vrai pour le président aussi. Donc ce qui fait que ce qu'on évite, ce qu'on doit comprendre, ce n'est pas une prolongation de toute façon, 4 mois, 3 mois, on doit partir, on veut les élections, mais c'est éviter de tomber en 2014 avec un président qui prendra des décrets. Et je vous rappelle... Alors, vous allez me dire que si c'est faux, si ce n'est pas correct. Selon des informations dont on dispose, à Métropole évidemment, en avril 2011, lors de leur prise de fonction, les députés avaient touché les 3 mois de la première session ratée, acceptant ainsi de partir en janvier 2015, député Tolbert. Ça n'existe pas, ça ne saurait exister non plus, même pour la comptabilité publique. J'ai prêté serment le 25 avril 2011, on nous a payé seulement les mois restants du mois d'avril. De toute façon, le ministère des Finances est là et tout est là, c'est clair, et on ne pourra pas le faire non plus. Parce que vous infirmez cette nouvelle? Oui, non seulement j'infirme, c'est pas possible en matière de comptabilité publique. Donc c'est pas possible, il n'y a pas ça. On nous a pas payé les 3 mois avant, bon, on n'a pas travaillé pour ces mois, pour qu'est-ce qu'on allait chercher pour pouvoir prendre de l'argent ou recevoir de l'argent pour un travail qu'on n'avait pas fait. Donc ça, c'est faux, c'est archi faux. Il y a des députés qui sont au courant
qu'ils avaient reçu 3 mois. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On ne nous a rien donné, on ne m'a rien donné de 3 mois. Non. Et vous avez bonne mémoire, député? Oh, bien sûr, c'est archi faux, archi faux. Donc ça veut dire que j'infirme totalement. Okay. Donc ça, c'est pour vous dire que... Vous signez? Ah, bien sûr, parce que je suis là, bel et bien là. Donc ça veut dire j'allais recevoir et l'argent aussi. Et donc ce qui fait que là maintenant, il faut comprendre cette démarche, cette raisonnement juridique solide, c'est pour pouvoir éviter le chaos. On ne va pas pouvoir compléter, passer 2 ou 3 mois en plus. De toute façon, on est prêt à aller aux élections. Donc ce que nous recherchons, c'est justement éviter que le pays soit dirigé par décret. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de la Chambre des députés? La Chambre travaille, quand je dis travail, ça veut dire le bureau qui est là, convoque les présidents des commissions. En janvier, le 12 janvier, on va se réunir dans la Chambre pour pouvoir justement compléter notre session. Donc, ce qui fait qu'on a besoin, le bureau, je vois que le bureau travaille, le bureau fait un certain nombre de choses. Il y a des réunions qui se font, il y a des délégations, il y a des visites, parce que le travail parlementaire, ce n'est pas seulement en assemblée voter des lois. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Les commissions permanentes travaillent sur des textes, des rapports à être prêts pour pouvoir voter des lois quand nous allons terminer cette session. Donc, c'est pour vous dire que le Parlement travaille, la Chambre basse est là, et je vois que maintenant, le bureau est en train de redynamiser davantage les commissions, ce qui est bien. Donc, pour pouvoir, parce que moi, quand je fus président en 2013, on partait en vacances, mais les commissions travaillaient normalement, on recevait des ministres, etc. Donc là, maintenant, je vois qu'il y a une redynamisation, ce que je salue, pour pouvoir maintenir en vie le Parlement. Coup de foi dans les relations entre le PSP et le gouvernement. Que pouvez-vous nous dire? Je ne suis pas membre de PSP, je ne peux rien vous dire. Vous avez abandonné, vous avez démissionné de... Bon, mais bien avant, depuis en 2013. Depuis en 2013, tout au début. Donc, ce qui fait que je n'ai... Donc, vous fonctionnez aujourd'hui en électron libre? Non, j'avais demandé une adhésion au groupe PRI depuis que j'étais en session cette année. Donc, ce qui fait que je travaille avec ce groupe-là. Donc, ce qui fait que... donc, de PSP, facilement, on devient PRI? Non, quand il y a une dynamique au Parlement, ça veut dire, dépendamment de la façon d'où on se positionne. Moi, quand je suis devenu président de la Chambre, j'ai résisté au président Martelly, justement, mais je ne l'ai pas saboté. Donc, je ne voulais pas faire des choses dont je voyais qu'ils n'allaient pas être bons pour le pays. Et l'histoire m'a donné raison. L'histoire récente m'a donné raison. Donc, ce qui fait que moi, j'ai fait mon travail de président de la Chambre. Et là, maintenant, j'avance et j'avance bien. Mais ce qui fait que, des fois, il faut avoir le courage de ses convictions et dire non. Et dire que ce qu'on pense est dans le respect, tout au moins dans le respect. Et voilà, donc c'est ce que j'avais fait tout au début de l'année 2013, ce qui fait que on s'est un peu distancié. Donc voilà, et je ne peux pas vraiment vous dire ce qui se passe au PSP avec le gouvernement. Okay, on va revenir, député, mais il y a un auditeur ou une auditrice qui vous fait dire pourquoi il n'y a pas eu tout cet acharnement à respecter les lois sur les gouvernements précédents. OK. Moi, je suis nouveau, je viens de venir, ça veut dire que c'est mon premier mandat. Donc, mais il faut toujours un combat pour le respect de la loi. Il faut toujours ce combat. Et parce que, à terme, nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans une monarchie. On ne peut pas laisser la liberté à un seul homme. On ne peut pas laisser. Et justement, c'est ce que combattait Montesquieu. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Donc, il faut toujours ce combat, justement. La démocratie est un combat. En France, Wendell, regarde. Tous les groupes sociaux sont organisés et quand il y a des choses, si on veut s'attaquer aux prérogatives des médecins, les médecins prennent la rue, les avocats, les pharmaciens, tous les syndicats. Donc voilà, la société doit être en éveil. Les parlementaires aussi? Pas les parlementaires ont leur tribune. Ils ne vont pas. C'est ce que j'allais vous attendre là. Nous avons notre tribune. Je vous réponds. Haïti est différent des autres pays, justement. Parce que ce qui se fait en Haïti ne se fait pas ailleurs. Bon, de toute façon, moi, je mène ma bataille au Parlement. J'ai été élu pour ça et j'ai mené mon combat là-bas. Et voilà. Non, c'est parce que tout simplement vous parlez de Montesquieu qui disait que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Donc, ce que vous voyez là maintenant, c'est pas les gens se disent que les pouvoirs s'affrontent. Il faut éviter des confrontations stériles. Mais quand même, n'oublie pas qu'on est encore dans le cadre de cette transition démocratique où le pays doit trouver ses marques. Donc, l'apprentissage qu'on fait maintenant, Wendell, depuis à peu près tantôt 26 ans avec cette nouvelle loi mère,
ça demande du temps pour pouvoir comprendre. Parce qu'avant, on n'avait pas un Parlement qui fonctionnait comme ça. On avait, dans les années 80, des parlements qui approuvaient tout simplement. C'était un régime présidentiel. Est-ce qu'on pouvait parler de parlementaire à cette voilà. époque-là? Donc là, maintenant... Mais le problème, c'est que l'auditeur ou l'auditrice qui m'a envoyé, qui m'a prié de vous poser cette question, la personne veut savoir ou bien veut comprendre pourquoi aujourd'hui des parlementaires affichent une certaine, je dis bien, une certaine hostilité par rapport à l'exécutif. Parce qu'il y a, bon, en particulier, hostilité au président Martelly, hostilité au Premier ministre, Lamotte. Bon, il veut savoir pourquoi. Alors qu'ailleurs, avant, on avait l'impression que les parlementaires étaient plutôt tendres. OK. Ce qui arrive, c'est que tout au début, le président Martelly avait un schéma classique dans sa compréhension du pouvoir, dans sa compréhension de son rôle de chef d'État, que le régime qu'il dirigeait, c'était pratiquement un régime, pour lui, présidentiel. Ça veut dire que c'est lui qui dirigeait, c'est lui qui était... C'était le tout-puissant. Le tout-puissant, le chef suprême. Or, la loi, mais la Constitution, justement, comme on sortait d'un régime présidentiel dur, la Constitution nous a donné un régime semi-parlementaire, donc ce qui fait que les pouvoirs sont partagés. Donc voilà. À partir du moment où on sent que qu'un pouvoir marche sur les prérogatives de notre pouvoir, donc il y a cette confrontation. Mais c'est pour le bien de la démocratie. Regarde, aujourd'hui, le président arrive à comprendre que la crise n'est pas seulement... C'est ce que j'allais vous dire. Ce n'est pas seulement le vote d'une loi électorale, qu'il faut étendre la crise au climat politique, il faut assainir ce climat, des prisonniers politiques, tout et tout. Donc il a compris. Donc à votre avis, puisqu'il y a eu incompréhension, à votre avis, aujourd'hui, M. Martelly s'est amendé? Bon, mais la vérité est progressive, le changement aussi, ça fait partie de... L'être humain doit être ouvert au changement, à la compréhension nouvelle des données. Il faut toujours être ouvert à apprécier des données différemment. Et en plus, le président, étant que président de la République, chef d'État, donc c'est à lui qu'il revient justement d'être un arbitre. Parce que si je prends tout souvent l'exemple français, en France, le président Hollande arbitre dans son propre camp, même entre deux ministres. Donc ce qui fait que le président Martelly doit comprendre son rôle. S'il y a l'opposition qui réclame des choses, eh bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on doit s'asseoir ensemble pour pouvoir bâtir un agenda et voir ce qui ne va pas. Vous avez parlé de président de facto au lendemain du 12 janvier, alors que d'autres membres de l'opposition parlent de préférence de catastrophe ou de départ de M. Martelly. Non. Pourquoi vous... Prendre de décret, ce n'est pas acceptable. En 2014, ce n'est pas acceptable et on ne saurait l'accepter. Ça veut dire que nul ne peut... Et c'est une erreur grave que certains conseillers ont dit au président qu'il doit prendre des décrets et le président va sur la scène internationale et dit ce genre de choses, à savoir je vais prendre des décrets. Même s'il y a il y a des précédents? Bon, quand on parle de précédent, ça veut dire, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose qui est mauvaise, dans un contexte donné, qu'on doit le reproduire. Donc on doit tout au moins corriger ce que cette personne a fait pour donner l'exemple de la démocratie naissante. Parce que la démocratie, c'est un combat. Vous êtes d'accord qu'il y a eu précédent? Un mauvais précédent qu'on ne doit pas suivre. Un mauvais précédent. Un mauvais précédent qui ne doit pas se répéter. Et pourquoi les acteurs ne parlaient pas à ce moment-là de catastrophe? Bon, moi je n'étais pas là, j'étais un peu plus jeune et à l'école de droit. Donc, c'est fait que moi, je dis que c'est un très mauvais précédent. Je suivais de près parce que j'étais jeune et étudiant, mais c'est un très mauvais précédent qui ne doit pas se répéter. Et le président Martelly, moi j'appelle toujours parce que pourquoi encore ONL? Moi, je me rappelle très bien de l'élection du président Martelly, quand les gens se prenaient les rues pour réclamer la victoire du président Martelly. Le président Martelly, lui, il disait qu'il est élu sur la base de changement. Donc, il ne refera pas ce qui se faisait avant. Il ne peut pas maintenant me dire qu'il va jusqu'au décret. Donc, c'est une marche en arrière terrible. Pour ne pas aller au décret, jusqu'au décret. Bon, les négociations vont s'enclencher. Donc, la meilleure formule aujourd'hui serait de permettre à ce que les parlementaires restent en poste. Non, c'est pas... De toute façon, les parlementaires ne vont pas rester en poste au-delà de la durée réglementaire de leur mandat. Parce que nous avons un mandat. Le mandat est réglementé par la loi. Maintenant... Écoutez, député, permettez, allez-y. Le président ne pourra pas diriger par décret. Vous l'avez dit. Okay? On redoute cette façon de faire. Exactement. Aujourd'hui. En 2012, deuxième lundi de janvier 2012, qu'est-ce qui va se passer? 2015, pardon. Janvier 2015, deuxième lundi de janvier 2015. Je serai au Parlement à l'ouverture de la session ordinaire. Je serai en bas. Et vous y resterez?
Jusqu'à la fin de votre mandat. J'ai prêté serment le 25 avril 2011 sur la Constitution de 1987 non amendée. L'article 92 dit clairement que la Pourquoi durée c'est de mandat... aujourd'hui qu'on évoque cette possibilité? C'est pour éviter Oui, allez-y. C'est pour éviter le chaos à notre pays. Mais si vous voulez qu'on parle... Donc vous êtes d'accord vous êtes d'accord qu'on n'en parlait pas et qu'on était d'accord de partir deuxième lundi de janvier? Regarde Wendell, on doit tout faire pour éviter un chaos. On doit tout faire pour éviter que le pays retourne en arrière. Oui, mais on sort cette possibilité des tiroirs. Non, mais cette possibilité est légale, elle est là. Mais pourquoi on n'en parlait pas? Pourquoi on ne la voyait pas avant? Oui, mais c'est parce qu'on pensait que le président allait organiser les élections. Et le président n'a rien organisé d'élections depuis 4 ans. Donc la meilleure formule dans les négociations aujourd'hui serait de permettre que vous restiez, que vous... Non, on ne veut pas rester au-delà du temps normal, légal et de notre mandat. Le temps normal, c'est... 25 avril. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Donc la meilleure formule serait que vous restiez. Non, mais ce n'est pas même pour nous, parce qu'il y a d'autres choses dans le cadre de cette négociation. Par savoir le climat politique. Est-ce que c'est valable aussi pour les sénateurs? Oui, les sénateurs ont la durée de leur mandat et ils vont jusqu'à septembre 2015. Donc là, vous parlez de Moïse, de tout ça, c'est John. Ouais. Donc les sénateurs resteront en poste sur la base de leur mandat? Ils ont un mandat. Ça veut dire que Mais député, dites-nous, député. En septembre, ils auront 6 ans. Donc ils sont élus pour 6 ans. Ils étaient élus pour 6 ans. En janvier, ils n'ont pas 6 ans. La Constitution dit qu'ils sont élus pour 6 ans. Pourquoi tant de... Mais si c'était le cas, on n'aurait pas parlé de janvier 2015 comme date butoir pour... Moi, je ne vois pas pourquoi on fait tout ce tollé pour la simple et bonne raison. Je vous disais que la solution était là, juridiquement était là, elle était là. Quand cette possibilité, ce mauvais exemple que vous avez évoqué, qu'un président haïtien avait dirigé par décret l'histoire récente. Je n'ai rien dit, député. Bon, voilà, mais je n'avais rien dit. C'est parce qu'à ce moment-là, les mandats étaient bel et bien terminés et il n'y avait pas eu d'élection. Il n'y avait pas un jour de plus. Donc, mais là, dans le cadre qu'on est maintenant, j'ai prêté serment le 25 avril 2011. La durée de mon mandat, M. Théodore, est de 4 ans. J'ai prêté serment sur la Constitution de 1987. J'ai amendé cette Constitution. Donc, de quoi on parle maintenant? De quoi on parle? On demande aux sénateurs de partir. Si vous voulez, si on veut aller au chaos, Wendell, allez-y. Député, je me rappelle vous avoir appelé il y a environ 3 mois. Et c'était le dernier appel que je vous ai fait. Oui. Je vous ai dit, député, comment allez-vous? Vous m'avez dit, ça va bien, Wendell. J'ai dit aussi, j'ai appris que vous êtes candidat au Sénat. Vous m'avez répondu, oui, Wendell, je serai sénateur de l'Ouest. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous me l'avez dit. J'attends les élections toujours. OK. J'attends l'organisation. Je vous ai dit, je voudrais une réaction de vous, député, sur ce qui se parle, ce qui se dit maintenant au Parlement. Oui. On évoque la possibilité d'une prolongation. Que les parlementaires doivent compléter leur mandat. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit comme réponse? Rappelle-moi. Je me rappelle bien, mais vous rappelez aux auditeurs. Vous avez dit, je ne veux pas me prononcer sur cette question maintenant. Quant à présent, voilà. Un homme d'État... Et pourquoi? Un homme d'État, Wendell... Et pourquoi, cette fois-ci, vous ne voulez pas, et aujourd'hui, vous voulez? Un homme d'État doit... quand vous sortez dans la presse, quand vous parlez, vous apportez un message. On ne doit pas parler pour parler, on ne doit pas parler chaque jour, on doit parler à temps. Maintenant, je vois que mon pays, ma patrie, est au bord, justement, de chaos que tout le monde redoute, que tous les secteurs redoutent. Donc, c'est mon devoir d'apporter ma voix comme élu. Et je fais appel à tous les députés maintenant, parce que je vois que les députés aillent sur leur terrain et laissent le champ libre, etc. Donc, c'est maintenant. Parce qu'ils ont un mandat, ils ont été demandés un mandat à la population, donc ils doivent s'affirmer. Donc là maintenant, je vous ai dit que je ne veux pas mon prononcer. Et en temps utile, je me prononce. Il n'y avait pas de temps utile. Ah mais j'estime que le temps utile, ça va maintenant. OK. On va terminer. Le temps passe vite. Oui, le temps passe vite. Comme la durée de votre mandat. Bon, non, mais c'est normal. On savait qu'on avait un mandat, donc le mandat allait terminer. Oui, l'émission aussi. Mais le temps passe vite. J'aime vraiment ce débat. OK. Et maintenant, pourquoi évoquer, ou encore pourquoi c'est nécessaire qu'il y ait cette série de consultations entre la présidence et divers secteurs, alors que votre mandat va au-delà. Non, mais il n'y a pas que ça. Le mandat des sénateurs et des parlementaires, le mandat va
aller au-delà du 12, au-delà de janvier. Bien sûr. Pourquoi les consultations? Assainir... Pourquoi vous saluez le processus de consultation? Il faut tenir les élections. Je viens de vous dire, aujourd'hui, le parti au pouvoir met déjà des agents intérimaires partout dans le pays. C'est un avantage énorme quand vous allez aux élections. Dans tous les pays, dans tous les communes. Dans tous les pays, le candidat qui a le soutien de la présidence a toujours une longueur d'avance. Vrai ou faux? Une longueur d'avance, mais c'est dans le cadre de la loi ou dans le cadre des moyens, mais pas des moyens exorbitants, parce que la loi électorale dit clairement comment on doit financer. Donc ça veut dire que dans le cadre de cette négociation, vous allez demander au président de mettre à pied, de révoquer tous les agents intérimaires. Écoutez, là c'est la cuisine, c'est le menu, ça doit être sur la table. Parce que comment vous voulez comprendre que dans toutes les communes, qu'il y ait des agents intérimaires pour faciliter des gens que le président soutient. Donc, ce n'est pas normal. Parce que le jeu doit être équilibré. Le président est un arbitre. Et je vous rappelle, c'est pourquoi je disais tout au début que le président était élu de manière démocratique, qu'il n'avait pas ça lui. Donc, il ne peut pas maintenant, dire que je vais prendre tous ces avantages sur mes opposants pour aller aux élections avec eux autres. Donc, ce n'est pas normal. Donc, maintenant, le jeu doit être équitable pour tout le monde. Donc, il y a pas mal de choses aussi qui doivent venir dans le cadre de ces négociations. Donc, je pense que c'est bien maintenant que cette négociation débute et qu'on entre beaucoup de points, justement, pour pouvoir rééquilibrer et pour qu'on puisse aller aux élections de manière équitable. Le dernier point que je voudrais voir avec vous, député, c'est l'affaire des chèques zombies à la Chambre des députés. Oui. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, moi, je ne dirais pas qu'il y a des chèques zombies à la Chambre des députés. Il n'y a aucun chèque qui soit retourné ou etc. Mais je pense que cette mesure qu'a prise la ministre des Finances est une très bonne mesure parce que c'est une loi qui a été votée à la Chambre. Avant, il fallait 2 personnes, enfin un comptable public pouvait endosser un chèque. Mais ça crée un problème partout, dans tous les autres ministères et certains policiers. Donc maintenant, c'est la personne qui doit endosser son chèque. C'est une très bonne mesure d'assainissement des finances publiques. Et moi, j'encourage... On dit que c'est ce qui a rendu tendu les rapports entre le gouvernement et les députés. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est tout simplement... cette mesure n'était pas, je dirais, annoncée aux responsables administratifs de la Chambre avant. Mais c'est une mesure légale qui est dans la loi de finances, donc on doit l'appliquer. S'il y a un chèque qui est émis à l'ordre de Wendel, c'est Wendel qui doit négocier son chèque. Donc ça, ce sont des choses administratives de routine. Moi, je pense qu'on n'aurait pas dû faire un tollé avec ça. Et parce que c'est normal, si vous avez un chèque, c'est à vous qu'il revient de changer, de négocier votre chèque. Il paraît que cela se faisait autrement. Non, regarde, moi, je n'ai jamais négocié mon chèque. Pourquoi? Valable pour les sénateurs ou le président. Le président ne va pas à la banque négocier son chèque. Il donne un mandat. Si vous donnez un mandat, si le droit civil réglemente ça, si vous me donnez un mandat pour négocier un chèque pour vous, je viens avec le mandat et je négocie le chèque. C'est le droit. Donc voilà, il n'y a rien de plus parce que un député ou un fonctionnaire ou un ministre ne va pas faire la queue dans une banque pour pouvoir négocier un chèque. Il donne un mandat où il y a un comptable payeur à qui il donne le mandat et le chèque et il va faire ça. Donc voilà. Mais ici, il y a beaucoup de bruit pour rien. Merci pour la réponse, député, mais je sais très bien que vous savez de quoi je parle. Moi, je ne parle. Enfin, si vous savez, dites-le-moi et moi, je vais vous donner une réponse de ce que je sais. Mais moi, je vous dis ce que je sais. Et je serai toujours là à vous pour vous donner des réponses appropriées. Êtes-vous optimiste quant à un dénouement heureux de cette situation de crise? Les partis politiques, les 6 sénateurs sont de bonne foi. Je travaille très fort avec eux autres. Les 6 partis politiques aussi sont de bonne foi. Mais il y a une lecture de la situation. Il y a la présidence qui a de mauvaise foi. Non, je ne dis pas ça. Mais le président, la présidence... Écoutez, il y a 2 acteurs aujourd'hui. Il y a la présidence et l'opposition. Non, je salue le pas que vient de faire le président avec la lettre. Je salue ce pas. C'est un pas positif dans la bonne direction. Juste avant. C'est un pas positif dans la bonne direction. Vous appelez la bonne direction quoi? C'est un pas positif vers la bonne direction pour résoudre ce problème, pour qu'il y ait un agenda. Donc ça veut dire que la présidence était responsable Mais la présidence n'a pas tenu d'élection depuis 3 ans, 4 ans tantôt. Le président estimait qu'il n'était pas prêt, qu'il n'avait pas de parti politique, qu'il n'avait pas de... etc. Donc là maintenant c'est assez... Donc nous devons comprendre qu'il incombait uniquement à la présidence la responsabilité de conduire le pays
à des élections Non, seulement. Oui, parce que moi, j'ai voté la loi électorale de 2013. L'instrument juridique, je l'ai donné à la présidence. La présidence n'a pas organisé d'élection. Là, maintenant, il a compris. J'encourage, et c'est un pas dans la bonne direction. Le président a compris qu'il n'y avait pas seulement la loi électorale dans le cadre de cette conjoncture et qu'il fallait encore d'autres choses. Et là, maintenant, il invite les 6 partis politiques à négocier. Bravo, je dis bravo, et on doit rester ouvert et Vraiment, optimiste. pour terminer, député, si vous étiez à la place des partis politiques de l'opposition, vous auriez réclamé quoi Bon, là, dans les négociations? C'est une cuisine, et ce serait trop long de vous expliquer, on arrive à la fin, mais bon. Donne-moi 5 points que vous pourriez solliciter si vous étiez membre de l'un de ces partis. Moi, ce que j'entends, c'est que tous les secteurs qui ont été voir le président, ils ont réclamé, par exemple, qu'il y ait un autre gouvernement, qu'il y ait le climat doit être assaini, à savoir pas d'arrestation, que les commissaires du gouvernement savent certes qu'ils représentent l'exécutif dans le judiciaire, mais que certains commissaires doivent éviter de procéder à des arrestations qui tendraient à qu'on qualifierait d'arrestations politiques. Et aussi... Très certainement, le CEP. Le CEP, c'est tout à fait, parce que ce CEP-là, c'était un CEP qui était dans le cadre de l'accord d'El-Lancho. Quels sont les reproches que vous avez contre le CEP, concrètement? Non, on n'a pas de reproches. On dit tout simplement que le CEP doit être fait sur la base de l'article 289 de la loi mère, ce qui est normal. Est-ce que vous savez que la plupart des élections organisées en Haïti de 87 à nos jours ont été toutes contestées? N'est-ce pas? Oui, mais ce qui arrive, c'est qu'on n'a rien contre le CEP. Il y a des gens très... Député, répondez-moi. Oui. Vous êtes au courant? Je suis au courant. Mais est-ce que vous savez aussi que toutes ces élections ont été faites sur la base de cet article-là? Bon, mais ce n'est pas l'article qui est mauvais en soi, c'est les choix qu'on a fait. Je n'ai pas dit ça. L'article n'est pas mauvais. Je n'ai pas dit ça. Voilà, on n'a pas à critiquer l'article, on doit se battre pour que l'article soit bien appliqué. Pourquoi faire appel aujourd'hui à cet article, prétextant que c'est un très bon article, c'est cet article qui peut nous permettre de mettre sur pied un conseil électoral crédible, honnête et impartial, alors qu'on a déjà utilisé cet article et presque toutes les élections ont été, je n'ai pas dit toutes, mais presque toutes les élections de 87 à nos jours ont été contestées et l'actuel CEP, je ne suis pas là pour défendre les personnalités qui en font partie, mais vous êtes d'accord que vous, du Parlement, vous avez désigné des représentants aussi. Tout à fait. Et pourquoi vous demandez... C'est comme si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est parce que là, le rôle qu'avait le CEP à jouer est dépassé. Je viens de vous dire. Pourquoi vous ne renouvelez pas son mandat? Comme on va avoir les négociations, on peut mettre ça sur la table. Mettre ça sur la table. Vous qui êtes acteur et vous qui êtes acteur et homme d'État, n'êtes-vous pas en train de détruire certaines gens? Non. Moi, je dis qu'on ne doit pas retourner à zéro. Ça veut dire qu'on ne doit pas tout chambarder tout le temps. On ne peut pas retourner à zéro, Wendell. Ça veut perdre de temps. Mais quand même, on doit évaluer ce qui a été fait. Nous sommes sur la voie. On doit évaluer ce qui a été fait. Non, je ne pense pas. On doit évaluer ce qui a été fait, garder ce qui est bien et corriger ce qui n'était pas bon, ce qui n'était pas bien. Donc, merci infiniment. Le plaisir pour moi, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député Jean Tolbert Alexis, ancien président de la Chambre basse, était sur le plateau ce matin. Merci de votre intérêt. Passez surtout un bon week-end avec Métropole. Et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.